rapport explosif de l'ONU sur la guerre en RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette enquête exceptionnelle qui va bouleverser votre compréhension du conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo depuis des décennies. Aujourd'hui, nous décortiquons en profondeur le dernier rapport explosif des experts des Nations Unies, un document qui, pour la première fois, met directement en cause le Rwanda dans l'organisation et le soutien militaire du groupe rebelle M23. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple analyse géopolitique. C'est la révélation d'une guerre de prédation économique, d'une stratégie d'occupation méthodique et d'un pillage organisé des richesses congolaises sous les yeux d'une communauté internationale qui préfère fermer les yeux. Le rapport des experts de l'ONU, publié récemment, constitue un tournant historique dans la compréhension de ce conflit. Pour la première fois, les Nations Unies établissent, preuves irréfutables à l'appui, l'implication directe et massive du Rwanda dans les opérations militaires du M23. Nous ne parlons plus de soupçons ou d'allégations. Nous parlons de faits documentés, de témoignages recoupés, de preuves matérielles qui ne laissent aucune place au doute. Selon ce rapport, des milliers de soldats rwandais ont franchi la frontière congolaise, certains déguisés en civils, d'autres portant ouvertement l'uniforme des forces de défense rwandaises. Ces troupes ne sont pas venues les mains vides. Elles ont apporté avec elles un arsenal militaire moderne qui fait froid dans le dos. Des drones de reconnaissance et d'attaque, des systèmes de brouillage GPS pour neutraliser les communications congolaises, des armes lourdes, sans marquage pour éviter toute traçabilité, et des équipements de guerre électronique dernier cri. Cette invasion n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie géopolitique minutieusement planifiée par Kigali. Une stratégie qui vise à transformer l'Est du Congo en zone d'influence rwandaise permanente. Le M23 n'est qu'un paravent, une façade qui permet au Rwanda de mener une guerre par procuration tout en niant officiellement toute implication. Mais derrière cette façade militaire se cache une réalité encore plus sordide, le pillage systématique des ressources naturelles congolaises. Le rapport des experts révèle l'existence de réseaux transnationaux de contrebande minière d'une sophistication effrayante. Ces réseaux, dirigés conjointement par des officiers rwandais de haut rang et des commandants du M23, ont transformé l'Est du Congo en une véritable mine à ciel ouvert au service des intérêts étrangers. L'or, le coltan, le cobalt, le tungstène, toutes ces richesses qui devraient servir au développement du peuple congolais sont extraites illégalement, transportées clandestinement vers le Rwanda, puis revendues sur les marchés internationaux avec de faux certificats d'origine. Le Rwanda, qui ne possède pratiquement aucune mine sur son territoire, est mystérieusement devenu l'un des plus gros exportateurs de minerais de la région. Cette alchimie économique n'a qu'un nom, le vol organisé. Les chiffres donnent le vertige. Selon les estimations des experts, ce pillage représente des centaines de millions de dollars par an, des sommes colossales qui échappent totalement au budget de l'État congolais et qui alimentent directement la machine de guerre rwandaise. Chaque gramme d'or volé finance l'achat d'armes. Chaque tonne de coltan pillé permet de recruter de nouveaux mercenaires. Mais au-delà des enjeux économiques et géopolitiques, ce rapport révèle une réalité humaine d'une cruauté inouïe. Les populations civiles de l'est du Congo paient le prix le plus lourd de cette guerre de prédation. Les experts des Nations Unies ont documenté des crimes de guerre d'une barbarie qui défie l'entendement. Exécutions extrajudiciaires de civils soupçonnés de collaboration avec l'armée congolaise. Viols de masse utilisés comme arme de guerre pour terroriser les populations et les contraindre à l'exode. Enrôlement forcé d'enfants, parfois âgés de moins de 15 ans, transformés en soldats malgré eux. Attaques délibérées contre les écoles, les hôpitaux, les marchés, tous ces lieux qui symbolisent la vie normale et que les groupes armés s'acharnent à détruire. Le rapport fait état de témoignages poignants de femmes violées devant leurs enfants, d'hommes exécutés pour avoir refusé de révéler l'emplacement de leurs maigres économies, d'enfants séparés de force de leur famille pour être embrigadés dans les rangs du M23. Ces témoignages ne sont pas des statistiques. Ce sont des vies brisées, des familles détruites, des communautés entières traumatisées à vie. Et pendant que ces atrocités se multiplient, pendant que des centaines de milliers de Congolais fuient leur village pour se réfugier dans des camps de déplacés aux conditions inhumaines, la communauté internationale observe, documente, condamne, mais n'agit pas. Cette passivité face à l'horreur est peut-être le crime le plus grave de tout. Alors, pourquoi cette inaction ? Pourquoi la communauté internationale tarde-t-elle à réagir face à des faits aussi graves et aussi bien documentés ?
Les raisons sont multiples et révèlent les contradictions profondes du système international actuel. D'abord, il y a les blocages diplomatiques. Le Rwanda bénéficie encore de soutiens influents au sein de la communauté internationale, notamment de la part de certains pays occidentaux qui voient en Paul Kagame un dirigeant modernisateur et qui ferment les yeux sur ses aventures militaires extérieures. Ces soutiens diplomatiques permettent à Kigali d'échapper aux sanctions et de continuer ses opérations en toute impunité. Ensuite, il y a les intérêts économiques. Les minerais pillés en RDC alimentent des chaînes d'approvisionnement mondiales dans lesquelles de nombreuses multinationales ont des intérêts directs ou indirects. Remettre en question ce système de pillage, c'est remettre en question des profits considérables et des équilibres économiques établis. Enfin, il y a la complexité apparente du conflit. Beaucoup d'observateurs internationaux se perdent dans les méandres des alliances locales, des rivalités ethniques, des enjeux fonciers. Cette complexité sert d'excuse pour ne pas agir, pour ne pas prendre de décisions fermes qui pourraient déranger l'ordre établi. Mais cette complexité est en grande partie artificielle. Le rapport des experts de l'ONU a le mérite de clarifier les responsabilités. Il y a d'un côté un État agresseur, le Rwanda, qui viole systématiquement la souveraineté de son voisin. Et il y a de l'autre côté un État victime, la RDC, qui subit cette agression et qui a le droit légitime de défendre son territoire et ses populations. Face à cette situation, que peut faire le Congo? Comment transformer les révélations de ce rapport en levier stratégique pour regagner sa souveraineté et sa dignité? Plusieurs pistes s'offrent aux autorités congolaises et à leurs partenaires internationaux. Premièrement, le renforcement de la justice congolaise. Ce rapport constitue une base documentaire exceptionnelle pour engager des poursuites judiciaires contre les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La RDC doit saisir la Cour pénale internationale, mais aussi développer ses propres capacités judiciaires pour juger les complices locaux de ces crimes. Deuxièmement, une diplomatie offensive. Le gouvernement congolais doit utiliser ce rapport pour mobiliser la communauté internationale, pour exiger des sanctions ciblées contre les responsables rwandais, pour réclamer des réparations pour les dommages subis. La vérité est désormais du côté du Congo, il faut en faire une arme diplomatique redoutable. Troisièmement, la réforme de l'armée congolaise. Les révélations du rapport montrent que les FARDC font face à un ennemi technologiquement supérieur et mieux organisé. Il est urgent de moderniser l'armée congolaise, de la professionnaliser, de lui donner les moyens de défendre efficacement le territoire national. Quatrièmement, la reconstruction sociale et économique de l'aide du pays. Il ne suffit pas de chasser les groupes armés, il faut aussi s'attaquer aux causes profondes du conflit, la pauvreté, le manque d'infrastructures, l'absence de l'État dans de nombreuses zones. Cette reconstruction doit être pensée avec et pour les populations locales. Mais au-delà des enjeux économiques et géopolitiques, ce rapport révèle une réalité humaine d'une cruauté inouïe. Les populations civiles de l'est du Congo paient le prix le plus lourd de cette guerre de prédation. Les experts des Nations Unies ont documenté des crimes de guerre d'une barbarie qui défie l'entendement. Exécutions extrajudiciaires de civils soupçonnés de collaboration avec l'armée congolaise. Viols de masse utilisés comme arme de guerre pour terroriser les populations et les contraindre à l'exode. Enrôlement forcé d'enfants, parfois âgés de moins de 15 ans, transformés en soldats malgré eux. Attaques délibérées contre les écoles, les hôpitaux, les marchés, tous ces lieux qui symbolisent la vie normale et que les groupes armés s'acharnent à détruire. Le rapport fait état de témoignages poignants de femmes violées devant leurs enfants, d'hommes exécutés pour avoir refusé de révéler l'emplacement de leurs maigres économies, d'enfants séparés de force de leur famille pour être embrigadés dans les rangs du M23. Ces témoignages ne sont pas des statistiques. Ce sont des vies brisées, des familles détruites, des communautés entières traumatisées à vie. Et pendant que ces atrocités se multiplient, pendant que des centaines de milliers de Congolais fuient leur village pour se réfugier dans des camps de déplacés aux conditions inhumaines, la communauté internationale observe, documente, condamne, mais n'agit pas. Cette passivité face à l'horreur est peut-être le crime le plus grave de tout. Le Congo n'est pas à vendre. Ses richesses appartiennent au peuple congolais et à lui seul. Ces enfants ont le droit de grandir en paix sur la terre de leurs ancêtres. Ces femmes ont le droit de vivre sans craindre le viol et la violence. Ces hommes ont le droit de travailler pour nourrir leur famille sans risquer leur vie. Ce rapport des Nations Unies n'est pas seulement un document administratif. C'est un cri de vérité qui traverse les frontières et les consciences. C'est un appel à la justice qui résonne de Kinshasa à Addis Abeba, de Dakar à Nairobi. Le Congo n'est pas seul dans ce combat. Tous ceux qui croient en la justice, en la dignité humaine, en la souveraineté des peuples, sont aux côtés du Congo. Tous ceux qui refusent que l'Afrique soit le terrain de jeu des prédateurs et des pillards, sont aux côtés du Congo. Le Congo se relève. Malgré les épreuves, malgré les trahisons, malgré les abandons, le Congo se relève.
Et quand il sera debout, quand il aura retrouvé sa pleine souveraineté, quand ses richesses serviront enfin à son développement, l'Afrique entière en sortira grandie. Partagez cette vérité. Faites connaître ce rapport. Rejoignez le combat pour la justice et la paix. Car l'histoire jugera ceux qui ont agi et ceux qui ont fermé les yeux. Et nous avons choisi notre camp, de celui de la vérité, celui de la justice, celui du Congo libre et souverain. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo n'est pas seul. Le Congo se relève. Si cette enquête vous a ouvert les yeux, si vous pensez que cette vérité doit être connue de tous, alors agissez maintenant. Cliquez sur j'aime pour soutenir ce travail d'investigation. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, votre famille. Car chaque partage est un pas vers la justice. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives sur l'Afrique. Et surtout, commentez. Dites-nous ce que vous pensez de ces révélations. Votre voix compte, votre opinion compte. Ensemble, nous pouvons briser le silence. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix du Congo. Le prochain épisode révélera encore plus de vérités dérangeantes. Restez connectés, l'enquête continue.